présentation super éclairante qui met bien la table. Je vais maintenant inviter nos panélistes à me rejoindre ici en avant pendant que je vais vous les présenter. Donc, je vais les inviter dans l'ordre de ma présentation. On va commencer avec Annie Brouillette, que je vais vous présenter. Je pense qu'on doit avoir une diapositive qui présente Madame Brouillette en même temps. Installez-vous où vous le souhaitez. Détentrice d'un baccalauréat en physiothérapie de l'Université McGill en 87, Madame Brouillette a travaillé à titre de physiothérapeute dans beaucoup de milieux, ainsi que comme spécialiste en activité clinique pour les services de réadaptation au C3S chez Annemasse. Et depuis l'obtention de sa maîtrise en bioéthique de l'Université de Montréal en 2015, elle travaille à titre de conseillère en éthique au CC. Alors, excusez-moi, mais les sigles, c'est vraiment l'horreur. Les CCSMDL, qui veut dire le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, merci. Elle est ainsi appelée à travailler avec toutes les directions afin de soutenir la prise de décision tant au niveau clinique qu'organisationnel, ainsi que pour les mandats suprarégionaux en santé publique. Et elle contribue à la formation de stagiaires aussi et d'étudiants de différents programmes universitaires. Donc, bonjour, Madame Brouillette. On va avoir avec nous aussi Karine Charette, que j'invite à se joindre à nous. Donc, Karine Charette est infirmière. Elle est infirmière à l'urgence, en cardiologie, en psychiatrie, et elle a toujours privilégié un peu une approche holistique dans les soins à la clientèle. Sa curiosité professionnelle l'a amenée à approfondir ses connaissances justement sur les approches basées sur la réduction des méfaits qu'elle a mises en application en travaillant pour le Service correctionnel du Canada auprès d'une clientèle qui ont sans doute présenté à la fois des problèmes de santé physique, mentale, complexifiés par une dynamique de délinquance et plus récemment en tant que gestionnaire de programmes et services de soins de santé de réadaptation. Elle a notamment implanté un nouveau modèle de prestation de soins de santé intégré, axé sur la personne, tout en tenant compte des traumatismes et des différences culturelles de ses patients, et ouvert aussi un service de prévention des surdoses cette année. Donc, bonjour Madame Charette. J'invite aussi maintenant Kevin Doiron, qui est intervenant psychosocial, qui est avec nous. Bonjour. Intervenant psychosocial de première ligne et navigateur santé spécialisé dans la prévention des surdoses et la réduction des méfaits. Donc, pour lui, la réduction des méfaits signifie avant tout réduire la stigmatisation tout en augmentant l'amour et le respect pour chaque individu, et c'est important comme perspective. Il décrit cette approche-là comme une façon d'accueillir les personnes là où elles en sont, sans attente en retour, qui permet à chacun d'être soi-même tout en ayant accès à des soins équitables. Et on va en parler, mais il voit de nombreux obstacles aussi à cette approche-là. J'accueille maintenant Louis-Philippe Gingras, qui est quelque part là-haut. Je ne vous vois pas super bien, on a un éclairage absolument magnifique, mais père aidant en santé mentale depuis 2020. Donc, Louis-Philippe Gingras utilise son vécu expérientiel avec la psychose et le trouble bipolaire depuis plus de 10 ans. Il a été porte-parole pour l'Association québécoise des programmes pour premiers épisodes psychotiques avant d'obtenir son diplôme d'intervention par les pairs et d'œuvrer pour une équipe de soins intensifs dans le milieu. Donc, il insuffle aujourd'hui l'espoir aux personnes soignées dans les unités de traitement et de réadaptation intensive à l'Institut universitaire en santé mentale, en plus de travailler comme consultant pour diverses instances touchant les soins psychiatriques. Donc, bonjour, Monsieur Gingras. J'accueille maintenant Jade Langlois. On a vraiment du beau monde, hein? Infirmière depuis 2013, employée de l'IUSMQ depuis 2014, actuellement étudiante au DESS en intervention dépendance. Elle travaille comme infirmière, intervenante pivot en dépendance, et participe activement depuis plus de 5 ans à l'implantation d'une approche de réduction des méfaits sur une unité d'hospitalisation dédiée à la clientèle CIM et troubles concomitants. Bonjour, Madame Langlois. Et finalement, j'accueille aussi Mario Noël, qui est coordonnateur du Centre L'Entretoit depuis 2016, principalement au point de service Agnès. Donc, il œuvre dans un milieu d'hébergement dédié aux personnes ayant des troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie active.
Il a rejoint l'organisme en 2012 et contribué à transformer le point de service en un environnement sécuritaire qui applique cette approche de réduction des méfaits. Il est passionné par cette approche, comme toutes les personnes qui sont ici d'ailleurs. S'efforce constamment d'améliorer les pratiques de l'équipe en explorant vraiment les meilleures pratiques internationales, en participant à des colloques, en suivant des formations dont il a en gestion des ressources humaines, gestion des services de santé et sociaux, intervention psychosociale, droit social. Il apporte une vision large et s'efforce de vérifier la qualité et la sécurité des services offerts. Je vous rejoins tout de suite à l'avant. Pour poursuivre, le micro est fort. Pour poursuivre notre belle discussion avec chacun d'entre vous, je dois vous répéter, puisque conformément aux règles d'accréditation de cette activité, nos panélistes n'ont aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel, sauf peut-être Madame Brouillette, qui c'est censé être écrit à l'écran. Ça s'en vient. Non, même pas. Non, bon, parfait. C'est parfait. On vous croit, on vous fait confiance totalement. J'ai pas plus de détails que ça à vous révéler, mais vous n'êtes sûrement pas une espionne des personnes dont on a parlé tout à l'heure. Écoutez, on va commencer par un petit tour de table avec chacun d'entre vous pour voir chacun, selon votre expérience, votre expertise et votre expérience, comment vous percevez cette approche de réduction des méfaits. On va faire un tour. Écoutez, on va le faire dans ce sens-là. Vous êtes arrivé dans un sens, on va commencer dans l'autre sens. Alors, Kevin, je vais vous appeler par vos prénoms. Je trouve que c'est plus le fun. Hein? Donc, on va commencer avec vous, Kevin. Je pense que vous aviez un texte à lire, donc on va vous écouter lire votre texte. Il n'y a pas de problème. Oui, on peut applaudir. Salut, juste pour dire que je suis un ancien utilisateur de drogue par ingestion, fait que je parle en tant que personne concernée. Bonjour à tous. Avant toute chose, il me semble important de vous partager mon parcours pour vous montrer d'où je parle et pourquoi je tiens à aborder ce sujet avec vous. Je suis avant tout un père aidant. Cette expérience de vie m'a profondément forgé et m'a conduit à devenir aujourd'hui un intervenant psychosocial. Mon expertise s'est construite au fil des années à travers mes propres expériences et mon travail en réduction des méfaits. Ce parcours me permet aujourd'hui de vous parler avec une certaine légitimité, non seulement en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne concernée par la réalité que vivent de nombreuses personnes en marge du système. Chaque jour, mes choix ont une importance capitale. Ces décisions peuvent me permettre de maintenir l'équilibre ou de poursuivre mon chemin vers le bien-être ou, au contraire, me conduire à une rechute avec le risque de replonger dans mes souffrances liées à mon trouble concomitant et de retaper des murs pour des services non adaptés en santé mentale et en toxicomanie. Cela dit, je ne souhaite pas entrer dans les détails trop personnels ici, car l'essentiel de mon intervention se concentre sur le professionnel et le collectif. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de vous montrer comment mes expériences m'ont amené à comprendre l'importance de la réduction des méfaits et pourquoi, selon moi, elle est cruciale. À travers tout ce que j'ai vécu, je peux affirmer avec conviction que la réduction des méfaits n'est pas une théorie abstraite. C'est une approche qui fonctionne et j'en suis la preuve vivante. Puisque malgré les obstacles, je suis ici devant vous pour en parler. Cette méthode m'a aidé à survivre et à évoluer, et je sais qu'elle peut être un levier puissant pour d'autres. Et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux à pouvoir témoigner de son efficacité. Je suis ici aujourd'hui pour partager ma perception de ce qu'est la réduction des méfaits et pour vous expliquer pourquoi elle devrait être intégrée de toute urgence dans nos services sociaux, nos services de santé mentale et en santé générale. Je crois qu'il est primordial que ces services, qui sont censés être des espaces de soins et d'accompagnement, ne deviennent pas des lieux où la stigmatisation, parfois insidieuse, se renforce. Mais pour que cette intégration se fasse correctement, nous devons absolument éviter de reproduire des mécanismes de marginalisation ou d'exclusion. Je vais donc vous exposer comment, selon moi, nous pourrions appliquer la réduction des méfaits de manière à ne pas créer davantage de stigmatisation systémique. Pour moi, la réduction des méfaits est une idée simple. Si on veut réduire les méfaits, il faut augmenter les bienfaits. Je vais vous illustrer cette idée avec 3 exemples concrets qui montrent que des petites adaptations pourraient faire une grande différence dans la vie des personnes que nous souhaitons aider. 1. Fournir du matériel stérile aux personnes utilisatrices de drogue par injectable ou inhalation.
c'est l'un des principes de base de la réduction des méfaits qui consiste à fournir des outils aux personnes pour qu'elles puissent consommer de manière plus sécuritaire. Par exemple, donner du matériel stérile de consommation, des seringues, des pipes ou tout autre équipement nécessaire, ça améliore directement la qualité de vie des personnes UDII, tout en réduisant les risques de transmission d'infections transmissibles sexuellement par le sang, ITSS, comme l'hépatite C ou le VIH. Cela paraît simple et pourtant cette approche est encore trop souvent mal comprise et mal perçue. Fournir ce matériel ne revient pas à encourager la consommation, mais à permettre à des personnes déjà vulnérables de vivre dans des conditions plus sûres. En somme, donner du matériel stérile, c'est augmenter les bienfaits. Cela protège non seulement les individus, mais aussi la communauté dans son ensemble. 2. Créer des conditions hospitalières adaptées aux personnes en situation de dépendance ou vivant avec des troubles liés à la santé mentale. Un autre exemple que je souhaite partager concerne l'accès aux soins pour les personnes dépendantes chroniques. Imaginez un alcoolique chronique en fin de vie gravement malade qui refuse de se rendre à l'hôpital parce qu'il sait qu'il ne pourra pas boire de la bière en salle d'attente. Cela peut vous sembler extrême, mais il reflète une réalité aussi pour nous, les personnes vivant avec un trouble concomitant qui se privent d'être aidées à cause des protocoles infligés qui ne nous conviennent pas. Beaucoup de personnes dépendantes n'accèdent pas aux soins de santé mentale ou physique par crainte des restrictions qu'ils devraient affronter, de l'inconfort ou même pire, du jugement. Serait-il si difficile d'envisager un protocole hospitalier qui prenne en compte ces réalités? Par exemple, offrir de la bière pendant l'attente à une personne alcoolique qui doit être soignée ou administrer une dose de confort à une personne dépendante aux amphétamines ou au crystal meth pour lui permettre d'accéder aux soins malgré son état. Ce sont des petites mesures, mais elles pourraient être la clé pour rendre les soins plus accessibles à des personnes qui, sinon, les refuseraient. Rendre les soins accessibles là où la personne est dans sa vie, c'est augmenter les bienfaits, ce qui réduit donc automatiquement les méfaits. 3. Laisser les pères aidants jouer pleinement leur rôle. Le troisième exemple que je souhaite aborder concerne la père aidance. Au fil des dernières années, cette pratique a prouvé son efficacité aussi bien dans le milieu communautaire que dans les structures institutionnelles. Pourtant, il subsiste encore des formes de discrimination à l'égard des pères aidants, particulièrement en ce qui concerne les dossiers judiciaires. Affirmer que les postes de père aidante ne sont accessibles qu'aux personnes n'ayant pas de dossier judiciaire, c'est en réalité une forme de stigmatisation qui va à l'encontre du concept même de la père aidance. Comment pouvons-nous espérer engager des pères aidants dans le milieu comme les prisons ou les maisons de transition si on exige d'eux un casier judiciaire vierge? C'est incohérent et si le crime commis n'a rien à voir avec l'emploi proposé et que la personne en question est dans une démarche de réinsertion, pourquoi ériger des barrières supplémentaires à cette réinsertion? La reconnaissance de l'expérience carcérale, c'est augmenter les bienfaits mais dans les services de santé ou dans les prisons. Reconnaître l'expérience de vie de ces pères aidants est essentiel à leur réinsertion. C'est un atout. Merci. C'est un atout et non un obstacle. Reconnaître et valoriser cette expérience, c'est augmenter les bienfaits. Et donc, ça réduit les méfaits. Ces trois exemples montrent que des ajustements relativement simples pourraient avoir des répercussions positives énormes. Il est plus que temps d'agir. La progression des méfaits ne nous concerne pas seulement en tant qu'individus, elle nous touche collectivement. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette démarche et il est urgent d'agir. Si je suis heureux d'être invité ici à prendre la parole dans ce panel, c'est que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de sentir que ma voix est entendue et que mon expérience va être reconnue. La vie est courte et il est essentiel de la vivre pleinement en s'assurant que chacun ait accès aux conditions qui lui permettent de s'épanouir ici maintenant. Augmentons les bienfaits ensemble, soyons responsables, inclusifs, solidaires et mettons fin aux protocoles stigmatisants et ouvrons la voie à des services vraiment adaptés à toutes les réalités. Merci. Ouais, merci pour cette présentation. Ça met la barre pas mal haute, hein? Je ne veux pas dire, là, mais c'est ça. On va continuer notre tour de table dans ce sens-là. Toujours un premier tour de table, puis après on discutera de manière un peu plus conviviale. Là. Mario, on va continuer avec vous de votre approche, de votre expérience, la réduction des méfaits. C'est quoi? Comment vous voyez ça?
Ben, je vois ça comme une approche qui est riche en défis, hein, de toutes sortes, de logistique, de cohabitation avec le voisinage, de concertation aussi avec